On l'oublie souvent, l'Amérique latine n'est pas seulement peuplée de descendants des colons espagnols ou portugais. Elle a une importante population indigène dont les ancêtres ont été largement exterminés par les conquistadors. Mais depuis les années 1990, les Indiens commencent à faire entendre leur voix pour sortir de leur marginalisation, de cette corrélation inverse qui existe en Amérique latine entre pigmentation de la peau et niveau de revenus. Alors pourquoi les choses évoluent-elles ? C'est au cours de la dernière période glaciaire, entre moins 40 000 et moins 10 000, que des peuples venus d'Asie passent l'actuel détroit de Bering. C'est alors une bande de terre reliant la Sibérie à l'Alaska, le niveau des océans étant alors de 50 mètres en dessous du niveau actuel. Ces peuples sont des nomades, cueilleurs, chasseurs, et ils trouvent sur ces terres vierges un abondant gibier, des bisons, des mammouths, ce qui va les pousser à s'enfoncer à l'intérieur de ce vaste continent. Ils passent en Amérique du Sud par l'isthme de Panama. Ils auraient atteint la Terre de Feu vers moins 10 000, et avec la sédentarisation des populations vont naître plusieurs grands empires, Mayas et Aztèques en Amérique centrale, Incas dans les Andes. Et en 1492, lorsque Christophe Colomb débarque aux Bahamas, dans l'île de Guanahani, qu'il nomme Saint-Salvador, évidemment Saint-Sauveur, il croit découvrir les Indes et donc va nommer ces populations les Indiens. À l'échelle du continent, ces Indiens représentent alors une population de plus de 50 millions de personnes, soit à peu près autant que la population européenne de l'époque, 67 millions. 150 ans plus tard, donc vers 1650, les Indiens sont 4,5 millions, exterminés par les conquistadors ou les maladies importées d'Europe. Aujourd'hui, en Amérique latine, on recense 44 millions d'Indiens sur un total de 525 millions d'habitants, soit un peu moins de 10%. Rapprochons-nous maintenant pour faire connaissance. Les Indiens d'Amérique latine se répartissent en 4 groupes ethno-linguistiques. Dans les Andes, le groupe Quechua, le plus important avec 15 millions de locuteurs, et le groupe Aymara autour du lac Titicaca avec 2 millions. En Amérique centrale, les Quichés, environ 1 million, et les Nahuas, qui sont 1,5 million. À côté de ces 4 groupes, on trouve des milliers de peuples comptant moins de 1 million de personnes, comme les Ambera dans les Andes, les Yanomami, les Tupis, les Guarani en Amazonie, ou encore les Mapuches dans le cône sud. À l'échelle des États, la population indienne représente plus de 60% de la population au Guatemala et en Bolivie, entre 40 et 50% en Équateur et au Pérou, moins de 20% en Amérique centrale ou au Chili. Et dans un pays comme le Mexique, qui compte 100 millions d'habitants, cela fait tout de même près de 13 millions d'Indiens. Dans les autres États d'Amérique latine, les Indiens représentent moins de 5% de la population totale. Et pourtant, au Paraguay, le guarani est reconnu langue officielle depuis 1992, au même titre que l'espagnol. Et 90% de la population de ce pays parle ou comprend effectivement cette langue. La langue indienne, là, devient véritablement un facteur d'identité nationale et d'intégration d'une nation très métissée. Bien, voilà un petit peu le cadre général, le décor planté, si on peut dire, car depuis les années 1990, les Indiens commencent à faire entendre leur voix. On se souvient du mouvement des Indiens du Chiapas en 1994, du prix Nobel de la paix en 1992 pour la guatémaltèque Rigoberta Menchú. Alors pourquoi les choses évoluent-elles ? D'abord, avec le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique en 1992, les Indiens se font connaître comme les populations originelles du continent. Ensuite, avec la fin des dictatures en Amérique latine, les mêmes droits leur sont peu à peu octroyés. Les nouvelles constitutions en Bolivie, en Équateur, en Colombie, au Pérou, reconnaissent le caractère pluriethnique, multiculturel de ces pays. Et puis les Indiens eux-mêmes se mobilisent pour lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, contre leur moindre accès à l'école, contre les discriminations dont ils sont victimes. Comment se concrétise cette affirmation politique des Indiens ? Prenons d'abord l'exemple de la Bolivie où ils sont les plus nombreux.
Le pays a 8,5 millions d'habitants et les Indiens forment 71% de la population. Les 3 plus importants groupes sont les Aymara, entre le lac Titicaca et La Paz, les Quechua sur le plateau bolivien et les Guarani dans le sud du pays. Eh bien, ce sont avant tout les populations indigènes, et en particulier les Aymara, qui ont renversé le président Losada en octobre 2003. Pourquoi ? D'abord, historiquement, on sait que les Indiens ont beaucoup souffert de la colonisation espagnole. Ils ont été dépossédés des meilleures terres, soumis aux travaux forcés, soumis à de lourds impôts. Ils n'ont jamais profité des richesses de leur pays, les fameuses mines d'argent et d'étain du Potosí, et ils ont le sentiment d'avoir toujours eu un statut de seconde zone. Alors lorsque le président Losada, par ailleurs un gros exploitant minier, envisage l'exportation du gaz naturel bolivien via le Chili vers la Californie, les Indiens se sont sentis à nouveau lésés. Ils vont donc manifester contre ce président, symbole du libéralisme nord-américain, sans compter que le passage d'un gazoduc par le Chili leur rappelle la guerre du Pacifique de 1879-1883, pendant laquelle la Bolivie a perdu son accès à la mer. À une échelle plus régionale, on constate que les Indiens jouent de plus en plus un rôle politique. En Bolivie, depuis l'élection générale de 2002, 50 des 130 représentants à l'Assemblée nationale sont d'origine indigène. Certains se sont regroupés dans un parti indien. En Équateur, un parti indien appelé Pachakutik, ce qui signifie réveil, mais cela désigne aussi l'une des grandes figures incas, ce parti a 10 sièges sur 100 à l'Assemblée nationale. Il dirige 5 des 22 gouvernorats du pays, plusieurs municipalités. Et comme en Bolivie, des dizaines de milliers d'Indiens ont contribué en 1997 et 2000 à la démission du président équatorien. De nouveau, en février 2004, ils ont manifesté contre leur actuel président, se sentant trahis puisqu'ils avaient contribué à l'élire. Ils jugent en effet le président Gutiérrez trop proche des États-Unis et du FMI. Et ils soupçonnent le gouvernement d'être à l'origine de la tentative de meurtre du président de la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur. Alors dans le pays, on constate le développement de l'enseignement de la langue quechua afin d'augmenter les performances scolaires des enfants indiens. 12 professeurs équatoriens se rencontrent depuis 2003 pour élaborer un livre d'histoire en quechua pour les enfants de 8 à 12 ans. De la même façon, au Pérou, rappelons que l'actuel président Alejandro Toledo est d'origine indienne. Les Indiens sont de plus en plus actifs dans la gestion politique locale. Depuis 1996, dans la région de Ayacucho, 10 maires parlent quechua, 6 ont un nom quechua. Bien, voilà quelques exemples montrant quelques évolutions positives. Les Indiens font aujourd'hui entendre leurs différences, ils affirment en quelque sorte qu'ils étaient là les premiers. Alors les écouter, c'est un signe de l'approfondissement de la démocratie en Amérique latine. Mais en même temps, il faut rester vigilant. Dans les Andes, par exemple, les démocraties restent fragiles. Ces pays sont pauvres, très corrompus par le narcotrafic, comme au Pérou, où les producteurs de coca sont souvent d'origine indienne. La violence est très présente en Colombie. Il faut aussi savoir qu'à l'origine des protestations des Indiens qui ont amené la démission du président bolivien, il y avait en fait un autre mobile, le refus d'un éleveur indien de se soumettre à la justice. Il avait tué 2 voleurs de bétail, il estimait selon la tradition de justice indienne être dans son bon droit. Donc là, les droits collectifs indiens pouvaient de temps en temps s'opposer frontalement aux règles d'une société de droit. Aujourd'hui, aucun État d'Amérique latine ne semble prêt à concéder beaucoup plus de droits aux populations indiennes. Juristes et politiques craignent que la violence ne soit utilisée à des fins politiques, ce qui pourrait affaiblir les mécanismes démocratiques. Alors peut-être même que certains se souviennent qu'en 1781, le leader Aymara Tupac Katari avait prophétisé lors de son exécution par les Espagnols, je cite, « Je reviendrai et je serai alors des millions ». Eh bien, ce jour serait-il arrivé ?